Faites entrer l'écriture, 23e épisode, en signature au Salon du Livre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au Grand Palais à Paris pour voir ce qui se passe quand on est programmé, qu'on doit faire une dédicace ou une signature en tant qu'auteur ou autrice dans un salon du livre. Alors pour commencer, le salon du livre de Paris ne s'appelle plus le salon du livre depuis un moment. Il s'appelle maintenant le Festival du livre de Paris et il est passé du Grand Palais il y a 40 ans au salon de la Porte de Versailles, puis de nouveau aujourd'hui au Grand Palais. Vous allez l'entendre, dans cet épisode je parle beaucoup, mais alors beaucoup, du Grand Palais. C'est normal, j'aime les lieux. De la rive gauche à la rive droite, le pont Alexandre III mène les Parisiens de l'esplanade des Invalides à la seule rue de Paris qui n'ait pour riverains que deux palais en vis-à-vis, le Grand et le Petit Palais. Grand et Petit Palais qui constituent avec le pont Alexandre III un ensemble exemplaire de style 1900. Je suis invitée à signer sur le stand des éditions L'Œil ébloui, qui ont créé la collection Perec 53, dont je vous ai déjà parlé. Une première fois lors de l'épisode au marché de la poésie, une deuxième fois bien plus longuement en interrogeant Thierry Baudin-Hulin, l'éditeur et créateur de la collection. Alors pourquoi j'ai dit oui ? Première chose, pour flatter mon ego, ça, aucun doute là-dessus. Pour me rendre un peu plus visible, pour me rendre intéressante, pour dire je suis en signature au Salon du Livre, évidemment. Et en plus, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Il me semble me souvenir que quand je publiais chez Stock, le groupe Hachette avait boycotté le salon, qu'ensuite c'était pareil avec Un Culte, que Le Mot et le Reste ne favorisaient pas les signatures de ses auteurs pensant que ça ne servait pas à grand chose, ce en quoi c'est assez vrai. Quand on ne s'appelle pas Amélie Nothomb ou qu'on n'est pas dessinateur de BD par exemple, on sait très bien que, à part éventuellement nos potes, on risque de ne pas rencontrer grand monde en attendant et en faisant la plante verte à sa table. Vos paupières sont lourdes, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus... Donc je crois que je n'ai jamais signé au Salon du Livre de Paris tout simplement, alors que je l'ai fait dans d'autres lieux, et toujours avec des mauvais souvenirs. Donc pourquoi j'y vais ? Bon, pour mon ego peut-être, mais qui va être vite rabaissé, mais aussi évidemment pour soutenir la collection Perec 53. Les éditions L'Œil ébloui sont, comme tout le monde dans la région nantaise, soumis à des coupes budgétaires très fortes, ils n'ont plus le soutien de la région. Donc c'est une façon d'être là, d'être présent. Le Grand Palais est en vérité une étonnante construction. La partie de pierre, c'est-à-dire toutes les façades, ne semble être que l'enveloppe à l'intérieur de laquelle l'édifice de fer et de verre est admirablement architecturé sur 200 mètres de long, 55 mètres de large et 60 mètres de haut. Le Grand Palais, je l'ai découvert quand j'étais adolescente et que j'allais avec ma mère et je crois une amie à elle enseignante au Salon du Livre. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour faire quoi ? J'avoue que ce n'était pas bien clair dans ma tête, c'était une sorte de librairie géante, je ne savais pas où me diriger, je trouvais qu'il y avait trop de choses, c'était fatigant, bon, ça ne me fascinait pas spécialement. Par contre, le Grand Palais, être sous la verrière du Grand Palais, ça c'était quand même quelque chose. Construit par les architectes de Glane et Thomas à l'occasion de l'exposition 1900 sur les Champs-Élysées, le Grand Palais est admirable pour bien des raisons. Le Grand Palais m'intéresse également parce que c'est un lieu qu'on trouve dans un texte de Georges Perec dont je voudrais me servir pour les bulles d'air, les déambulations littéraires de l'air nu. Il y aura sûrement au moins un épisode là-dessus. Dans ce podcast, il y en aura même peut-être plein, j'en sais rien. J'ai vraiment envie de développer ce projet de déambulation, j'ai vraiment envie que ça me fasse rencontrer des gens, que ça me sorte de chez moi, et en même temps rester chez moi à me battre avec un texte, avec des mots face à un écran, c'est l'essence même de ma vie, voilà. Donc j'irai un vendredi en fin d'après-midi et un samedi en plein après-midi, ça va être chaud, oh là là. Et puis je vais essayer de ne pas repartir avec des livres puisque en ce moment j'ai pas de sous.
Donc je n'achète plus de livres. Voilà pour le moment. Parfois, les appels des haut-parleurs, pour un débat ou une lecture, ou le début de la signature d'une des pointures convoquées, faisaient qu'on attendait simplement pour reprendre. Et quel étrange bruit de fond silencieux, dans l'immense cave de béton aux travées étroites, ce froissement de pas, ce tambour de 1000 voix, même si aucune ne tranchait. Des salons du livre en général, et de celui-ci en particulier, j'ai peu à dire. Ce qui nous occupe n'est pas un métier. En tout cas, ça se passe ailleurs que dans ces entassements clos. Et ce qu'on y croise, quand le hasard vous y ramène, sont comme la partie morte de ce petit monde. On dirait que ça leur convient, qu'ils n'en louperaient pas un de toute la France, y ont leurs habitudes, presque comme d'un porte-manteau réservé. Certains de mes plus proches amis, on peut se voir une fois tous les 2 ans. C'est bien le roulement de temps qu'il nous faut pour avoir accumulé de quoi exprimer ce qu'on a, si je prenais ces mots à lui, ou conquis, ou vaincu, ou déplacé. Ou bien au contraire, là où on s'est résigné, et dont on laisse à d'autres le soin d'investir le territoire aperçu, sombre, hostile. C'était un salon comme les autres. Et sans cette table ronde sur le numérique, je n'aurais pas de moi-même eu le souhait d'y participer, ni même d'y traîner. Le livre, pour ses lecteurs, est un objet rare, personnel, et non pas ces accumulations en masse qui en mêlent toutes les catégories, vous donnent le tournis, tout en vous laissant respirer cette poussière des allées de ciment brut, ici aggravée par les sous-sols. François Bon, L'incendie du Hilton. On est vendredi 11 avril, début d'après-midi. Je dois aller en dédicace tout à l'heure, de 17h à 18h30 au Grand Palais. Au moment où j'enregistre, je viens de terminer la relecture de ma énième version de Bruit, qui doit être à peu près la bonne, que je vais renvoyer à l'éditeur. C'est vraiment un sketch, ce truc, ça n'en finit pas. Et donc je vais partir normalement le cœur léger, quoi, parce que j'ai terminé ma mission. Et je n'ai plus qu'à ouvrir mes oreilles, écouter les autres pour ce podcast, et puis peut-être répondre à des questions, faire des rencontres pour mon livre, Lier les lieux, élargir l'espace. Voilà, à tout à l'heure. On est vendredi soir, je viens de rentrer du Grand Palais. Il y avait une sorte de bourdonnement continu dans le lieu. Et surtout, il faisait hyper chaud. Être sous la verrière du Grand Palais, c'est-à-dire être au premier étage, au balcon, quand la maison d'édition est située pile dans l'axe du soleil, je peux vous assurer que ça demande quelques efforts. L'éditeur s'appelle L'œil ébloui, et ben c'est sûr qu'on a eu les yeux éblouis là pendant toute la fin d'après-midi. En dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais dire ? Peut-être déjà pour commencer qu'à l'aller, j'ai pris la ligne 2, ma chère ligne 2, bien connue, et que face à moi, il y avait un homme qui scrollait sur son téléphone, qui regardait son téléphone, je sais pas ce qu'il faisait. Et ce qui était drôle, c'est qu'il avait un livre de poche qui s'appelait Comment se faire des amis, nouvelle édition, qui était posé sur la cuisse. Alors, il ne lisait pas le livre, il continuait à scroller, mais il ne rangeait pas le livre non plus, c'était marrant. Il le posait, le titre bien en évidence, en travers sur sa cuisse, et puis il est sorti à Pigalle. Et comment se faire des amis, c'est peut-être le sujet de mon podcast en fait, parce que le vendredi, c'est un jour professionnel, donc on n'a pas les amis qui passent, il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Je pense que l'éditeur, il a surtout rencontré des auteurs qui sont venus lui parler de sa collection, peut-être davantage que des lecteurs. On verra demain, samedi, comment ce sera. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai croisé une de mes anciennes collègues de Looksmart, la start-up pour laquelle je travaillais quand j'écrivais Fenêtre, et que normalement demain je vais en rencontrer une autre qui a prévu de venir me voir. Donc ça va être sympa. Effectivement, ça me faisait du bien dans ce lieu qui est quand même un peu particulier. La dernière fois que j'étais entrée dans le Grand Palais, je crois que c'était pour des projections d'extraits de films de Wenders. The Grand Palais is fantastic urban architecture.
I don't know what it is. It's not cinema, it's not architecture, it's walking around in a movie. You can go closer, you can turn around, you can start dancing here if you want. C'était la nuit et c'était super beau. Donc ça s'est superposé devant mes yeux quand je suis rentrée. It's a kaleidoscope, so you don't know where the architecture starts and where the movie begins or ends. It's something I've never seen, I've never done. Et là, ça m'a fait bizarre parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de stands en bas, que c'est assez espacé. Et en fait, tout simplement, déjà, il y a des stands des régions qui ne sont pas là. Par exemple, la région des Pays de la Loire, là, qui la présidente de la région qui a coupé toutes les subventions, bah ça se voit. Ça se voit, il y a pas la région. Et Thierry Baudin-Hulin disait qu'il était un des 2 seuls éditeurs de la région des Pays de la Loire à être présent au salon. Deuxième chose qui a changé, c'est que de l'autre côté, sur le balcon d'en face, il n'y avait que de la romance. Et il y avait des files d'attente de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes qui attendaient de se faire dédicacer le livre. Et ça, il y a encore quelques années, c'était pas du tout mis en avant. C'était un peu honteux, quoi. Il y avait quelque chose comme ça qui a complètement disparu. Je crois que c'est au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est le salon de la romance, maintenant. D'ailleurs, à l'entrée, il y a une entrée spéciale, entre autres pour les influenceurs. C'est marqué influenceurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, qui diffère de ce que j'ai connu jusque-là, sachant que c'est la première fois que je signe. Alors, j'ai signé un seul exemplaire, attention. Moi, je n'ai pas les files d'attente de la romance, mais un chorégraphe qui l'a acheté pour une amie danseuse et qui écrit. Eh ben, ça m'a fait plaisir. Le chorégraphe feuilletait, liait les lieux, élargir l'espace, il le feuilletait, j'osais pas trop le regarder. J'avais apporté un chapeau qui est anti-UV, parce que je dois pas du tout me mettre au soleil. Et donc j'étais là avec mon chapeau à moitié caché, et sous le pan du chapeau, je l'observais, qui feuilletait ce livre, et ça durait, et puis bah, finalement il l'a pris. Et donc voilà, je suis rentrée, je suis repartie avec Antonin. La quête du salon du livre, quand il fait beau, quand il fait chaud comme ça, au Grand Palais, bah, c'est de trouver de l'eau. Parce que vraiment, on était sous le soleil, sous la chaleur. Et donc, on est rentrés ensemble en discutant. Et puis après, quand on s'est séparés, bah, j'avais très envie de rentrer chez moi. J'avais plus envie du tout d'être dans l'ambiance du salon. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que demain, ce sera différent. D'abord, je vais croiser Sophie Coiffier. Il y a donc une copine à moi qui va passer, une de mes anciennes collègues de boulot. Donc ça va changer d'ambiance. Et puis, je ne vais pas à la même heure. Et puis, le temps sera nuageux. Donc a priori, on sera moins exposé à ce soleil-là dardant ses rayons. Ah, j'ai oublié de mettre les flyers pour les bulles d'air. Zut, je voulais profiter du stand pour faire un peu de pub pour l'air nu. J'ai plus du tout pensé. Vraiment, quelle mauvaise commerciale je fais. Nous sommes dimanche 13. Je suis donc retournée au Salon du Livre, Festival du Livre de Paris, hier. Et j'ai fait comme avant-hier, j'ai pris des notes, parce que je savais que je ne pourrais pas enregistrer grand-chose. J'ai tout de même enregistré une petite lecture de Thierry Baudin-Hulin, et un peu de son aussi, parce que... Le stand des éditions Fayard, désormais rattaché au groupe Bolloré, a fait l'objet d'une action ciblée lors du Festival du Livre de Paris. L'extrême droite, Fayard, finance l'extrême droite. Ce qui a marqué cette journée, c'est qu'il y a eu une manif contre Bolloré, appelant à boycotter Fayard, qu'on a entendu, nous, que de très loin, parce que les éditions L'Œil ébloui étaient situées au balcon. Et donc on entendait une sorte de rumeur, de fracas un peu plus fort, etc. Mais la vague n'est pas arrivée jusqu'à nous. Les manifestants, qui étaient, je crois, une dizaine, se sont fait jeter assez vite. Note a posteriori. Non, les manifestants ne se sont pas fait jeter. La sécurité du Grand Palais les a invités à partir avec beaucoup de calme, paraît-il. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Alors je me suis un peu renseignée entre-temps sur cette manif qui avait eu lieu contre Bolloré, appelant à boycotter Fayard.
D'autant que j'avais vu sur le stand de certains éditeurs un tract contre Bolloré. Et en fait, ce tract, il est signé par des éditeurs des éditeurs indépendants qui sont en train de se réunir pour déborder Bolloré. C'est le sujet d'un livre à venir. La forme de ce recueil part du constat suivant. Si, à lui seul, Vincent Bolloré se montre capable de mobiliser des moyens logistiques et médiatiques colossaux pour mener sa guerre civilisationnelle, alors nous devons, de notre côté, mobiliser l'entièreté de notre réseau d'éditeuristes, de diffuseurs, de libraires et de relais médiatiques pour y résister. Face à la concentration par les grands groupes, faisons jouer la multiplicité et la singularité caractéristique du monde du livre indépendant. Bolloré, par l'intermédiaire d'Hachette, est un acteur majeur de la concentration capitalistique du milieu éditorial, mais il n'est pas le seul instigateur de cette dynamique. C'est la structure même du monde du livre qui permet à de grands groupes de s'accaparer 90% du marché de l'édition. Ainsi avons-nous décidé de déborder Bolloré, c'est-à-dire de dépasser la figure, certes exubérante, du personnage, pour comprendre dans un premier temps les mécanismes avec lesquels il opère et comment, dans un second temps, les déjouer depuis nos positions d'actrices de l'édition indépendante. Quoi d'autre ? Eh bien forcément, samedi oblige, beaucoup de monde. Il se trouve que même, ce qui a changé, je pense, depuis quelques années, eh bien il faut prendre ses billets à l'avance quand on veut rentrer, même quand on a un accès gratuit, quand on est demandeur d'emploi par exemple, il faut réserver un créneau, sinon on ne peut pas rentrer. Et Sophie Coiffier, que j'ai vue aujourd'hui, m'a dit à un moment, alors qu'on était déjà dans l'après-midi, une après-midi assez avancée, que tous les créneaux étaient pleins depuis le matin. Gros succès donc public de cet événement. Du reste, heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que j'ai regardé mes SMS à ce moment-là, et j'ai découvert que j'avais une amie qui avait l'intention de venir, un peu pour moi, quoi, un peu pour mes livres, qui était bloquée dehors depuis un quart d'heure. Alors j'ai réussi à la faire rentrer, et on a fait tout le tour de ce balcon dont je parlais précédemment, tout le tour en discutant. Et tandis qu'on marchait, eh bien, on se rendait d'un côté à l'autre du Grand Palais, et on passait par le côté romance, qui était à ce moment-là parfaitement étouffant. C'est-à-dire que le côté romance, il est un peu mis en marge. Ah tiens, j'ai changé d'avis depuis vendredi, on dirait. Comme les petits et jeunes éditeurs, jeunes c'est rigolo, les petits et jeunes éditeurs, espace dans lequel je me trouvais moi, donc situé en face, donc un peu mis en marge car en hauteur, il faut monter pas mal de marches d'escalier pour y arriver, mais blindé quoi, avec des queues de jeunes filles attendant pour se faire dédicacer des livres. Justement, à propos de ça, à propos non pas de romance, mais de jeunes lectrices, de jeunes filles, de jeunes femmes, Thierry Bedin-Hulin m'a appris qu'une influenceuse, là je n'ai pas le nom, mais une influenceuse, aimait beaucoup les couvertures de la collection Perec 53, et les prenait en photo et les montrait sur ses réseaux sociaux, et ça attirait des milliers et des milliers de regards. Et c'est drôle parce que pendant toute l'après-midi, on a vu passer des jeunes filles devant le stand, et je pense qu'elles connaissaient l'influenceuse parce qu'elles s'arrêtaient, elles regardaient toutes les couvertures. Elles sont très belles, faut dire, avec un certain désir comme ça, mais sans aller jusqu'à ni poser des questions, ni en acheter un. Simplement les regarder. Et il y en a une à un moment à qui j'ai donné une carte que Thierry a faite, a imprimée, où toutes les couvertures des 53 livres sont dessinées, et elle était hyper contente. Et comme j'en parlais avec mon amie, donc qui est venue me voir, il y a une sorte de renouveau du fétichisme de l'objet livre. Elle m'en parlait par rapport à sa fille qui a 14 ans. Et alors qu'on passait devant la romance, elle me montrait à quel point les couvertures, la tranche des livres, etc. étaient pensées comme des objets de collection. Alors la collection Perec 53, c'est aussi un objet de collection, je pense, à venir. Pas du tout avec le même design, pas du tout avec le même look, et évidemment pas du tout avec les mêmes textes. Est-ce que le croisement des publics est possible ? C'est une interrogation. Mais en tout cas, ça me faisait sourire, comme ça, naturellement, sans aucun second degré, de voir ces jeunes filles regarder avec une sorte de plaisir
les couvertures de ses premiers livres de la collection Perec 53. J'aime bien ce passage-là où je me demande Thierry Baudin-Hulin. Que fait Perec ce 5 mars 1953 ? Trajet Perec. Le 5-3-53. À quelques jours de ses 17 ans, il est en première au lycée Claude Bernard à Paris et prépare un bac B. A-t-il cours ce jeudi-là ? Flâne-t-il avec son copain de classe, Serge Klarsfeld, ou son ami d'enfance, Michel Rigaud ? Ses résultats scolaires ne sont pas brillants, journée banale, maussade, dans un grand lycée trop grand pour lui, et retour chez lui sans enthousiasme, chez son oncle David, rue de l'Assomption. Est-ce le jour de sa séance avec Françoise Dolto ? Historiquement, cette date-là est marquée par la mort de Staline. En prend-il connaissance à la radio ? Est-il suffisamment politisé à l'époque pour s'en soucier ? Sera-t-il plus ému quand il apprendra que ce même jour, à quelques kilomètres de l'habitation du dirigeant soviétique, Prokofiev se meurt ? Est-ce ce jour-là qu'il a décidé de devenir écrivain ? Quoi d'autre encore ? Le ciel était nuageux, ce qui était une fort bonne chose par rapport à la veille. On était donc sous un ciel de verre gris qui nous protégeait comme ça de la trop grande chaleur. J'ai évidemment discuté encore avec Antonin, Crène, avec Sophie, Coiffier, et ça c'était vraiment un délice, tout comme discuter avec Thierry aussi. Il y a vraiment un plaisir d'avoir un peu le temps de parler écriture, quoi. Et pas seulement de parler boutique, de parler de la vie professionnelle que c'est, mais tout simplement de ce que c'est que retravailler son texte. Et on n'est pas loin de la broderie par moment, moi c'est ce que je pense. Parfois il y a vraiment un détricotage, un retricotage à refaire qui est extrêmement intéressant, et je pense que je réutiliserai des choses que j'ai échangées dans un prochain épisode. En fin d'après-midi, Antonin, qui était plus affûté que Sophie et moi, nous a appris qu'avec notre petit bracelet Auteur 2025, attention, on avait le droit à une sorte de salon VIP, alors dont on ignorait absolument totalement l'existence avec Sophie. Et donc pour voir un peu, on est passé, on s'est dit que les toilettes des VIP étaient peut-être moins fréquentées, échec là-dessus, et on a profité de rien au fond. On n'est pas allé boire ni manger quelque chose. Je pense que le lieu nous a vite étouffés. On est vite repartis. Donc nous ne sommes pas de grandes mondaines. On peut dire ça, je crois. Et puis sinon, j'ai mis le flyer pour les bulles d'air de l'air nu, que personne n'a regardé. Donc encore une fois, au niveau commercial, c'est pas tout à fait encore ça. Ce que j'en retiens surtout, c'est que le salon du livre, par rapport à l'époque où j'y allais, je pense que la dernière fois que j'y suis allée, c'était avant le Covid. Ça a beaucoup changé. On a l'impression que il n'y a presque plus de littérature. Je suis passée par exemple voir le stand d'Actes Sud, il était tout petit par rapport à avant. Et donc oui, on a l'impression que c'est bien le salon, le festival du livre au sens très large, et pas de la littérature. Et je pense que c'est un reflet qui devient assez exact de la situation dans laquelle la littérature se trouve maintenant, et à quel point il faut trouver des points de résistance. C'est vrai que ce sont des endroits très étranges, parce que ce sont des endroits à la fois très pleins, très chargés, très bourdonnants, et en même temps qui laissent un sentiment de vide, quoi. Bon, pour cette expérience-là, je retiendrai la possibilité d'avoir le temps de discuter un peu avec mon éditeur et avec d'autres auteurs, de développer un peu des liens. Quelques ventes quand même, on a fait quelques ventes, oui. Le lieu, bien sûr, magnifique. Et puis, l'envie de vous faire partager ça, je crois. Ce que c'est que d'arriver, de faire quelque chose qui est censé être complètement dans la norme de la vie d'écrivain, comme un aboutissement, et qui en fait est quelque chose de très volatile. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous remercie aussi beaucoup de continuer à me soutenir. Merci aux abonnés Patreon qui me soutiennent financièrement, parce que c'est très important, vraiment, ça compte beaucoup.
Ça m'aide à continuer et puis tout simplement ça m'aide matériellement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.